Alors, on va commencer. Est-ce que je peux avoir un signe que la présentation, on peut la voir? Je vais assumer que oui, merci. Oui, Charles, oui. Euh, Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau. Je suis le coordonnateur du programme des approches fondées sur la nature ici au réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Euh, je serai votre hôte pour cette série de webinaires. Bienvenue. For those who don't know me, my name is Charles Thibodeau, and I'm the Nature-Based Climate Approaches Program Coordinator here at the New Brunswick Environmental Network. I will be your host for this webinar series. Un rappel que l'interprétation simultanée est disponible. Si vous en avez besoin, choisissez l'icône Zoom appropriée. Simultaneous translation is available. Please select the appropriate interpretation Zoom button on the bottom of your screen. If you do not require translation, please stay here on the main channel. J'aimerais commencer par reconnaître où je me trouve aujourd'hui sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq, mais que les gens qui participent virtuellement, pour la plupart, se retrouvent également sur les terres non cédées des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et aussi Passamaquoddy. Ce grand territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que ces peuples ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Les traités ne portaient pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait les titres de ces peuples et établissaient les règles de ce qui devait être une relation permanente entre ces nations. Je demande que nous saisissions tous cette occasion pour réfléchir à notre relation avec la Terre et au processus continu de colonisation et de décolonisation qui a un impact profond sur le travail des activistes et des environnementalistes. Les concepts de la vision à deux yeux, de la planification sur 7 générations et d'autres formes de connaissances traditionnelles autochtones sont essentielles pour assurer un avenir durable à notre planète. Alors, bienvenue tout le monde à cette troisième dans une série de 4 webinaires. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Un gros merci aussi à Patrick Murphy pour son travail d'interprétation. Et les autres de notre équipe, il y a Paul Gregory de Nature Canada et Adam Cheeseman de Nature New Brunswick qui ont aidé à l'organisation de cette série webinaire. Et aussi nos aides techniques et employés du RNB, Nat Gauguin et Eleanor Wilner-Fraser, ainsi que tous nos intervenants qui sont ici aujourd'hui et bien sûr tous nos invités qui sont ici aujourd'hui. Merci également au Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick qui rend cet événement possible. For those who do not know where I work, the New Brunswick Environmental Network. Pour ceux qui ne connaissent pas mon lieu de travail, le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick a été fondé en 1991. Il s'agit d'un réseau de communication qui relie environ 100 organisations environnementales à but non lucratif dans la province. Pourquoi le RNB travaille-t-il sur les NBCS? Parce que ces solutions climatiques fondées sur la nature soutiennent les organisations membres ainsi que leur travail, en particulier les associations de bassins versants et les groupes citoyens. Pour qu'une NBCS soit efficace, la communication et la coopération entre de nombreux groupes, tels que les publics, privés, gouvernementaux, etc., doivent être au cœur et au sein de la solution. Et enfin, les NBCS sont rentables, plus durables que les infrastructures grises conventionnelles, mais aussi ils contribuent à l'atténuation des changements climatiques ainsi qu'aux objectifs de développement durable. Alors, pour aujourd'hui, nous avons l'heure du jour pour la série en entier du webinaire. Alors, dès le début de la planification de cette série, notre objectif était d'offrir des sessions structurées et informatives afin d'outiller les participants avec les connaissances et les outils nécessaires pour intégrer les solutions fondées sur la nature dans leur communauté. On vise à sensibiliser les participants aux avantages et à la mise en œuvre des solutions climatiques fondées sur la nature. On va fournir des études de cas et des exemples concrets d'intégration réussie de ces projets. Et on va aussi discuter des avantages financiers, environnementaux et sociaux des solutions fondées sur la nature, y compris la réduction des coûts liés aux événements climatiques extrêmes et des responsabilités associées. Et dans cette optique, nous avons développé cette série de webinaires en 4 parties et bienvenue à la partie 3. Alors, aujourd'hui, c'est notre discussion. Nous avons une table ronde. Alors, afin d'accorder un maximum de temps à nos invités pour un échange constructif, je vais passer directement à la prochaine partie de l'ordre du jour, qui se trouve à être la table de discussion en soi-même. Alors, avant de faire ça, tout d'abord, j'aimerais vous présenter
présenter notre modératrice et animatrice pour cette discussion, Michelle Molinard. Elle possède plus de 15 ans d'expérience en économie écologique et en recherche interdisciplinaire, avec une spécialisation dans la conservation du capital naturel par l'évaluation, l'analyse des politiques et la sensibilisation du public. Elle a dirigé et géré des équipes multidisciplinaires, rédigé des rapports d'évaluation du capital naturel, occupé le poste de présidente de la Société canadienne d'économie écologique et siégé au Conseil consultatif des solutions climatiques et de la croissance propre du gouvernement de la Colombie-Britannique. Merci de nous joindre aujourd'hui, Michel. Et avant de passer la parole, j'aimerais aussi introduire nos invités sur le panel aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous avons Serge Dupuis. Serge est professeur de génie civil à l'Université de Moncton, spécialisé dans l'adaptation au changement climatique et la gestion des projets. Il est récemment devenu membre du comité consultatif sur la stratégie nationale d'adaptation pour les infrastructures résilientes. Son expérience en ingénierie porte sur la gestion, la conception, la construction, l'exploitation et le remplacement des infrastructures publiques. Serge a développé une expertise approfondie en gestion d'actifs et dans l'élaboration des plans d'adaptation au changement climatique pour les communautés urbaines et rurales. Il est ingénieur professionnel, fellow d'Ingénieurs Canada, cofondateur de l'Institut des infrastructures du Nouveau-Brunswick et a été précédemment président de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick. Aussi sur le panneau aujourd'hui, merci Serge et Jenna Miller. Jenna est une spécialiste d'adaptation climatique pour Nouveau-Brunswick, travaillant dans un rôle partagé entre le département provincial de l'environnement et gouvernance locale et le changement climatique, ainsi que Climat Atlantique, qui est le nexus de services climat pour le Canada Atlantique. Son travail inclut supporter les Néo-Brunswickais à accéder, comprendre et appliquer les données envers les changements climatiques et les informations. Elle a un intérêt prononcé pour utiliser des approches naturelles d'adaptation pour réduire le risque et la vulnérabilité aux impacts de changement climatique dans les zones côtières. Elle détient une maîtrise de sciences en changement climatique de l'Université de Copenhagen et un baccalauréat en géographie de St. Mary's. Merci de nous joindre. Et aussi, en dernier, mais certainement pas le moindre, Gillian Hudgens. Bienvenue, Gillian. Gillian est la stratégiste environnementale et la gestionnaire de programmes dans la ville de Fredericton. Elle coordonne la coordination et la mise en œuvre de le plan d'adaptation de changement climatique à Fredericton, l'énergie communautaire et émissions, et le plan d'énergie de société et d'émissions en travaillant avec le personnel à travers des départements de ville et des partenaires à l'externe pour déplacer l'aiguille sur l'action climatique et la résilience. Elle détient une expérience en sciences terrestres, conservation et la restauration des écosystèmes et a travaillé auparavant avec une série d'organisations à la fois locales et non gouvernementales avant de se joindre à l'équipe à Fredericton en 2021. Alors, on a des gens très intéressants ici. Je vais passer la parole à Michel pour débuter la conversation. Alors, voilà. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que vous pouvez m'entendre ici? Excellent. Alors, je veux remercier les invités pour nous joindre aujourd'hui, les présenteurs. Alors, je vais faire de mon possible pour fournir de la modération. Alors, aujourd'hui, on discute c'est quoi la prévention et qu'est-ce qui prévient l'adoption de ces solutions au Canada et qu'est-ce qu'on peut faire pour y contrer. Le réseau environnemental Nouveau-Brunswick a organisé cette session pour répondre à cette question et de fournir des avis sur comment on pourrait survenir ces défis. Alors, plongeons-y. Chacun de nos présenteurs ont d'expérience à travailler sur des solutions fondées sur la nature et des projets reliés dans leur communauté. Alors, on va commencer par demander quelles ont été les barrières les plus importantes que vous avez affrontées et est-ce que vous avez prévu ces défis? Je vais commencer avec Serge. Et ensuite Jenna, et ensuite Gillian. Alors, Serge, on va commencer avec toi. J'aimerais entendre ton expérience sur ceci. Bonjour, merci Michel. Merci de nous joindre aujourd'hui. Auparavant, je gérais l'infrastructure de la ville de Dieppe pour au-dessus d'une décennie. Et une des
je dirais, les problèmes qu'on avait, c'est qu'on parle aux résidents, hein. Les résidents, ils aiment ça garder la communauté telle qu'elle. Alors, quand on demeure à quelque part, on aime ça comme que c'est, puis on ne veut pas des changements. Mais lorsqu'on regarde au niveau du conseil et le maire, eux veulent la progression. Et donc, dans notre province, je pense qu'on mesure le progrès avec les édifices et le développement. Alors, quand ça vient au développer les régions, la place la plus facile à développer, c'est les endroits où personne veut les terrains. Alors, c'est les terres humides ou les forêts ou quoi que ce soit. Alors, pendant que les résidents veulent garder ces régions intactes, les communautés développementales, les développeurs, les gens qui veulent construire plus d'édifices, d'immeubles, d'habitude pour le profit, je trouve que eux, souvent, vont convaincre le maire et le conseil que c'est une bonne chose, un bon investissement, et désormais, dans notre province, partout, comme partout au Canada, au lieu de mesurer nos communautés par notre bien-être, c'est par combien d'édifices a-t-on ajouté et combien de gens sont venus à notre région. Alors, quand j'ai commencé, plus dans ma jeunesse, dans mon enfance, tu sais, les zones humides, c'était un marais, ça valait rien. On est venu loin de ce point-là. Maintenant, les terres humides sont importantes, on les protège. Et je pense on se dirige envers la bonne direction. Autre barrière que j'ai affrontée, c'est le coût initial de peut-être, vous avez les actifs naturels qui sont déjà en place, la nature pure. Ensuite, vous avez les infrastructures vertes, qui est un peu des deux. Il prend parfois des sous à investir au début, un coût capital, sans réaliser évidemment que ça va croître en valeur avec le temps. Et la barrière finale, c'est lorsqu'on fait des infrastructures vertes et gris ouvert, c'est nouveau. C'est pas conventionnel et toutes les choses nouveaux sont jamais faciles à forcer sur les gens. Alors, de plus en plus qu'on voit des exemples et on peut les discuter, le mieux que ce sera. Et j'ai confiance que dans le futur, on s'y rendra. Et est-ce que tu avais prévu ces défis au début ou est-ce que vous les avez rencontrés dans multiples projets sur lesquels vous avez travaillé? Prévu, oui, mais je pensais pas que ça allait être autant important comme barrière. C'est arrêté assez rapidement dans certaines régions. Vraiment, la rigidité de développement et les permis de construction et les valeurs étaient beaucoup plus prononcées que le repoussement des peu qui voulaient vraiment sauvegarder et conserver ces investissements. Alors, c'est pour ça que je trouve que le travail que Michel fait avec Enya, où vous attribuez des chiffres, des données économiques envers la valeur de nos infrastructures vertes, va certainement aider dans le futur pour comparer et justifier et comparer pomme à pomme lorsque les preneurs de décision sont en position de prendre une décision. Et oui, vraiment, commencer à avoir la nature de représenter dans le système de prise de décision. Jenna, prochain, même question. Oui, alors je pense que une chose qui est une barrière, les bottateurs avec les membres de communauté et les propriétaires de terrain, c'est un peu une manque de compréhension envers des approches fondées sur la nature et comment ça leur rend bénéfice et jusqu'à une tendance d'aller avec ce qui est déjà connu, qui était comme juste des murs de roche pour protéger contre l'érosion, des défis auxquels on fait face dans plusieurs communautés. Et en allant avec les murs de roche, il y a vraiment juste une grande manque de compréhension que ça va pas prévenir les impacts de l'inondation. Et alors, je pense que c'est quelque chose que ceux d'entre nous qui travaillent dans cet espace et dans la promotion des approches fondées sur la nature, on doit être au courant d'eux et on l'est déjà. Mais quand ça vient à la fin de la journée, ceux qui cherchent à protéger leur terrain de l'érosion et peut-être ceux qui font la construction de ces barrières, ces murs de roche, en certains cas, pourraient peut-être mieux s'éduquer face à les options qui sont disponibles. Absolument. Alors, rendre ceci
plus une approche familière à l'opposé d'être de quoi de nouveau. C'est désormais pour les propriétaires qui veulent une bonne vue. Ils vont couper les arbres, des choses de même. Ça leur donne l'effet opposé. Tu sais, ça cause l'érosion à la fin de la journée. Exactly. Exactement. Alors, merci. Et maintenant, peut-être je vais passer à notre dernière invitée ici, Jillian. On aimerait entendre tes pensées là-dessus. Merci, Michel. Alors, provenant d'un contexte de Fredericton et la municipalité, on a la tendance à cibler nos solutions basées sur la nature, le travail sur la protection et la conservation de nos actifs naturels, et pas nécessairement à construire des nouveaux. Par exemple, nous avons des directions sur le plan municipal d'acheter des zones d'inondation lorsqu'ils viennent disponibles et on veut nommer ça des terres de résilience. On a la gestion des forêts urbaines et les solutions fondées sur la nature vraiment sont mises en vedette dans notre plan d'adaptation climatique. Mais on a la tendance à contacter des partenaires externes et non lucratifs et des partenaires communautaires lorsqu'on veut entreprendre un projet de restauration à grande échelle. Généralement, puisque les municipalités sont averses au risque, on traite les dollars de taxes et d'habitude, on veut mettre ça en place pour des solutions plus familières. C'est l'idée que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Parfois, ces solutions fournissent des protections immédiates, robustes, mais ils n'ont pas tout l'ensemble de co-bénéfices que les solutions basées sur la nature fournissent. Certaines autres barrières reste que ces solutions prennent plus de temps à mettre en place, requièrent plus de connaissances. Tu sais, notre équipe sont très familiers avec ces solutions basées sur la nature, mais souvent, on fait la sous-traitance de nos modèles aux partenaires. Alors, ça requiert des consultants connaissants et des sous-traiteurs connaissants. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait faire avec APEG&B sur la sensibilisation et la construction le renforcement de connaissances sur cet aspect. Et je pense finalement, ce serait les mandats. Si on pense comme à l'échelle des bassins versants, ou même quand on pense aux terres privées, la juridiction s'étend seulement à un certain point. Alors, sur l'échelle de bassins versants, on a besoin de la coopération de plusieurs municipalités, plusieurs conseils, avec une solution. Qui est-ce qui va payer pour? Et sur les terres privées aussi, on n'a pas couramment une politique en place pour dire, par exemple, si un développeur privé doit mettre une gestion il y a certainement du repoussement s'il y a des coûts additionnels pour les propriétaires, la mise en œuvre de ces solutions vertes. Alors, je pense que, comme Jenna a mentionné, que cet aspect de développement privé, il y a du travail à faire. Et pour répondre à la dernière partie, est-ce que vous avez prévu ces défis? Oui, c'est certain, parce que les problèmes avec les municipalités n'arrêtent pas avec seulement les solutions fondées sur la nature. Merci, Jillian. Alors, certainement une bonne gamme de défis présentés ici, provenant de divers objectifs. Peut-être des approches de pensée en silo traditionnelles. J'aimerais prendre peut-être une petite une tournée et penser quelles sont des solutions pratiques qui peuvent être mises en œuvre aux communautés pour vraiment supporter vraiment une intégration plus rapide des solutions fondées sur la nature et de promouvoir le développement durable. Alors, je suis intéressé à entendre vos pensées envers des étapes pratiques que les municipalités pourraient prendre. Alors, on va commencer avec Jenna cette fois-ci. Merci, Michel.
on a wider scale of Atlantic Canada. Je dirais and sur une US, plus maybe, grande portée au Canada de not all l'Atlantique et au Canada, municipalities have pas the toutes les resources of municipalités ont les Fredericton, for ressources example, de and have Fredericton, par already exemple, these policies in et ont place déjà that ces politiques are en place qui sont déjà progressives, looking to purchase qui cherchent à land acheter des terres that's on riverbanks or prevent qui sont sur les côtes de rivière ou de prévenir des construction in inondations risk zones and things like that. ou prévenir la construction dans les zones à haut risque. Alors, on doit fournir un support aux autres plus petites communautés qui n'ont pas les ressources ni ces politiques pour qu'ils puissent pour qu'on puisse avoir une plus grande mise en œuvre de ces plans pour limiter la construction, des mesures avant qu'ils causent des problèmes ou de même prévenir de la construction dans les zones à haut risque. Ou par après, on va devoir rentrer et les protéger et causer encore plus de problèmes. Alors, si vous utilisez des solutions non fondées sur la nature, et oui, juste aussi, Fredericton ont déjà pris cette étape et ils comprennent c'est quoi les actifs naturels qu'ils se disposent déjà et qu'est-ce qui leur entoure qu'ils pourraient acheter dans le futur, mais aussi aider les petites communautés à comprendre c'est quoi les terres humides, où ils sont et quelles sont les mesures protectives que ces installations naturelles fournissent à leur communauté et que c'est meilleur de ne pas les détruire pour la construction. Absolument. Nous avons trouvé dans beaucoup de notre travail que c'est souvent les petites communautés qui ont des espaces naturels connectés, intacts, et ils sont très efficaces en termes de coûts. Et c'est une approche efficace de vraiment atteindre les niveaux de service désirés. On va passer maintenant à Jillian avec la même question. Quelles étapes pratiques recommanderais-tu aux communautés à considérer de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature? Certainement avoir une politique pour se pencher dessus, quelque chose que le conseil a adopté auparavant lorsqu'on amène un projet et eux demandent potentiellement pourquoi ça coûte plus ou pourquoi est-ce qu'on se penche envers cette solution. On a adopté cette politique, vous êtes commis à ça, alors voici la solution proposée dans le perspective de cette politique. Et comme Jenna a mentionné, ça prend du temps, ça prend de l'éducation au niveau du conseil et personnel et on continue toujours à former les gens dans notre organisation. Et comme j'ai mentionné, le comité consultatif d'ingénieurs, les contracteurs de construction qui sont connaissants à propos des solutions immobilières, les solutions d'entretien, et aussi avoir des standards documentés semblables aux standards d'ingénierie, comme construire des renforcements contre l'inondation et avoir les protocoles en place que la communauté d'ingénierie est familier avec. Je pense que c'est important, standardiser ceci. Et je vais revenir au partenariat parce que c'est quelque chose qu'une communauté de toutes les tailles peuvent se pencher dessus. On a beaucoup d'organisations à but non lucratif dans notre communauté et dans la zone du bassin versant qui amènent vers l'avant des projets et eux peuvent accéder aux fonds que la municipalité pourrait peut-être pas accéder. Alors, quand ils viennent avec un projet qui pourrait même, ça pourrait même être financé au maximum, c'est vraiment plus facile d'aborder sur les cédules et d'aller vers l'avant parce que ça se peut que c'est pas au-dessus de notre liste de projets capitaux, qui est une longue liste, mais on pourrait peut-être donner la permission à cette solution parce que le partenaire a pu acquérir les connaissances, le financement et potentiellement même le plan d'entretien dans le futur. Alors, je voudrais juste pencher mon chapeau à tous les groupes à but non lucratif et les groupes communautaires qui travaillent sur les solutions fondées sur la nature au Nouveau-Brunswick et au Canada. C'est des partenaires clés, absolument, particulièrement avec les petites communautés, ainsi que les instituts de recherche. Alors, nous avons fait du travail et nous avons penché sur les connaissances des étudiants. Et avec ça, on va passer maintenant à Serge. Et tu pourrais partager et promouvoir les milliards
Oh, c'est des excellents exemples et à travers des universités et des collèges et des étudiants, ils sont vibrants. Et je pense que la génération à venir sont plus, les autres sont plus penchés sur protéger et vraiment l'intensité qu'ils détiennent. Autre étape pratique, lorsque je travaille au niveau municipal, utiliser des cas d'études reliés. Alors, quand je travaille à la ville, je ne vais pas réinventer quelque chose. Je vais pas être le premier à essayer quelque chose parce que généralement, c'est pas la meilleure chose. Mais démontre une autre municipalité, tu sais, de proche. Je ne veux pas voir quelque chose en Floride qu'ils ont utilisé qui marche là. C'est montre-moi quelque chose, puis je peux appeler les gens, avoir les informations directes et que ça fonctionne pour eux. Je pense que ça va loin. Je vais sauter sur les organisations à but non lucratif. Michel a mentionné pour les petites communautés, mais même pour les grandes villes, c'est presque comme un main-d'œuvre gratuit. Et les gens les plus passionnés qui comprennent, aussitôt vous leur donnez comme l'impression de projet, ils vont sauter dessus, ils vont être vos intendants les plus importants. Et je ne peux pas mettre assez d'emphase sur le fait que comment plaisant que c'est de travailler avec ces gens. Et ils sont partout dans notre province, les passionnés. Alors, je pense que c'est vraiment facile de leur recruter. Et au RENB, ils ont même un petit réseau. On peut tous les contacter. Autres que je vais utiliser, qui sont un peu moins sexy, la planification d'utilisation des terres. Un exemple, c'est au Nouveau-Brunswick, on croit, qui est une bonne chose, mais je m'ai aperçu que on approche des terres où peut-être un ruisseau, une rivière, et c'est très foresté. Et j'ai dit aux planificateurs, vous devriez créer une zone là-dessus tout de suite que personne va couper des arbres là-dessus ou déranger le ruisseau. Tu sais, les riches veulent tout construire sur l'eau. On ne peut pas les arrêter sans avoir des règles en place. On peut faire ça à l'avance. Vous le voyez, on sait que ça va avoir lieu. Alors, protégez-le dès le début. Et en dernier, moi, je travaille dans la gestion des actifs pour les municipalités et on peut inclure des actifs naturels dans ces requirements. C'est une manière de protéger, au moins le mentionner et le mettre dans la discussion avec les autres choses. Alors, c'est des items que je vois qui pourraient aider les communautés à progresser vers l'avant avec ces solutions basées sur la nature. Okay, so Parfait. Alors, let's say tomorrow disons, morning you wake up demain matin, and vous vous your dreams réveillez have been responded et to. vos rêves ont You été have sufficient répondus. funding Vous and avez financement support et for a nature-based support solutions pour project solutions in fondées your sur la community. nature dans votre communauté. What would be the Euh, next major challenge that you would love Qu'est-ce to qui serait address? le Have the prochain support, défi principal que have vous the voudriez funds? adresser? Vous avez les Where would supports, you vous avez les put financements. your energies? Où And Serge, metteriez-vous vos maybe énergies? I'll turn Et to you Serge, first peut-être qu'on and ask va your commencer thoughts. avec toi et demander tes pensées là-dessus. Quelques items là. Ça dépend si les terres ont été acquises ou est-ce qu'on est correct avec la communauté développemental qu'on utilise cette zone pour protéger. Comment est-ce que ça va affecter les gens qui ont déjà planifié, qui est une grande affaire. Et par après, j'irai avec ce que Jillian disait. C'est un peu non-standard, une approche non-standard. Il n'y a pas beaucoup de consultants ou de sous-traiteurs qui sont familiers ou de contracteurs qui sont familiers. Alors, on veut vraiment avoir un produit qui répond à tous les requirements qu'on recherche au côté nature, ainsi que le côté ingénieur, que c'est fonctionnel pour nos besoins. Et je vois ça comme étant un des plus grands impacts au début. C'est pas assez commun. Thanks, Serge. Merci, Serge. Jenna, Jenna, what about you? et ton tour? Yeah, so coming off of what Oui, alors, Serge mentioned about
en s'appuyant sur ce que Serge disait, la manque d'expertise où on n'a pas assez de contracteurs qui sont éduqués face aux solutions naturelles, qui sont capables de construire ces types d'installations. Une autre barrière auquel on fait face dans la construction, c'est avoir accès aux matériaux dont ils ont besoin pour construire. Et c'est quelque chose que j'ai entendu provenant de beaucoup de nos organisations fondées sur la nature au travers du Nouveau-Brunswick, lorsqu'ils cherchent à construire des projets fondés sur la nature, ils n'ont pas accès aux plantes indigènes et c'est une de leurs barrières les plus importantes. Ils sont pas, ils n'ont pas capable d'accéder aux espèces dont ils ont besoin. Et donc, c'est difficile de les trouver parce qu'ils ne sont pas nécessairement stockés régulièrement par des compagnies de jardinage. Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui ont commencé à travailler en conjonction avec ces compagnies pour s'assurer que ces plantes sont disponibles pour les projets dans les saisons à venir. Mais c'est qu'on cherche à avoir une plus grande mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui doit être adressé à vraiment un niveau plus élevé. Là. Absolument. Alors oui, le défi d'avoir vraiment ces plantes indigènes, c'est vraiment important. C'est un souhait en allant vers l'avant. Et maintenant, Jillian, si tu avais tous les financements et le support politique pour mettre en place et adresser le prochain défi, ce serait quoi de ton perspective? Moi, je pense que répéter ce que Serge et Jenna a dit, même si que c'est en situation imaginaire, vous avez le support du conseil, je pense que se plonger et faire un projet immense pourrait peut-être pas être la meilleure première étape. Peut-être commencer plus petit, trouver un projet qu'on peut aborder et peut-être croître à l'échelle au cours des années. Et particulièrement dû aux contraintes matériaux que Jenna a mentionnées ou la manque de connaissances potentiellement, soit au côté consultatif ou construire les industries de construction, commençant avec on commence avec les petits projets et ensuite les croître, augmenter la connaissance dans la communauté et les contracteurs et ensuite trouver des solutions locales dans vos municipalités qu'on peut regarder aux autres communautés, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme Serge a dit, les projets qu'on peut aller voir avec nos propres yeux, des projets qui sont comprenables et reliés dans des écosystèmes semblables. On peut demander les leçons apprises, où ont-ils sourcé les matériaux, avec qui ont-ils travaillé sur ce projet, et juste commencer ces conversations. C'est une opportunité d'un apprentissage pur et la connexion entre les communautés, je crois, c'est très important. Absolument. Parfois, c'est les municipalités qui sont les meilleurs porte-parole pour votre travail. Alors, ceci, ça m'amène, j'aimerais juste vous piquer la cervelle un peu plus à propos de collaboration. Alors, dans plusieurs des projets que nous avons accomplis, on réfléchit, c'est quoi l'échelle écologique appropriée qu'on adresse ici. Et souvent, on va promouvoir l'échelle au bassin versant, la gestion des bassins versants. Certainement, c'est pas toujours le cas que les communautés s'adhèrent aux frontières politiques. Alors, souvent, on se trouve dans une situation où on encourage les municipalités à coopérer avec les municipalités voisinantes ainsi que le secteur environnemental dans leur région. Alors, j'aimerais entendre si vous avez des recommandations ou si vous avez vécu des expériences, des projets en succès où la collaboration vraiment a eu lieu. Et oui, ça fait que je vais juste mélanger ça un peu. Jillian, je voudrais entendre si tu as des avis recommandés pour
améliorer la collaboration. Oui, je vais mettre en relief le travail incroyable qui se fait faire par les organisations à but non lucratif ainsi que les groupes environnementaux de notre province. C'est eux qui sont la colle, qui peuvent coller les municipalités ensemble parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de conversations qui se passent entre le personnel des villes séparés. On est occupé, on est vraiment ciblé sur nos propres juridictions et donc il y a parfois pas beaucoup de temps ou d'opportunités ou l'initiative de contacter les autres gens, mais des groupes dans notre province qui travaillent, que ce soit un groupe de bassin versant avec un grand mandat ou au niveau provincial, eux peuvent informer le personnel municipal face à ce qui a fonctionné dans les autres villes et même fournir une certaine consistance envers quel type de projets sont appliqués selon les rivières, à l'échelle de bassin versant, entre les frontières municipales. Alors, je pense que ce type de groupes sont vraiment importants pour le partage de connaissances entre les municipalités, la consistance des projets, amener les financements dans la province pour ces types de projets et rapidifier la cédule auquel ces projets peuvent être mis en place. Merci, Jillian. Serge, peut-être on va passer à toi maintenant. Alors, une des meilleures histoires que j'ai, et c'est assez récent, il y a une grande communauté qui avait préparé un plan sur protéger leurs terres humides, leurs zones humides. Et c'était des zones connectées. Alors, il y avait des tout petits connectés avec des plus grands. Là, la ville ou la municipalité avait une certaine infrastructure, un édifice auquel il y avait besoin d'accès. Il y avait une petite ruelle pour y rendre, mais là, il y avait besoin d'une mise à jour. On avait besoin d'un autre accès pour les véhicules pour rentrer sur le tir. Alors, la communauté d'ingénieurs duquel je fais partie, pas où ce que je travaille, mais je suis un ingénieur en premier. Eux voulaient une rue directement à travers des marais pour avoir un accès facile. Ça avait du sens, c'était moins dispendieux, c'était plus efficace. Mais le planificateur de ville disait non, écoute, on veut protéger ces marais. Est-ce qu'on peut trouver une autre option pour un chemin d'accès? Et j'étais impliqué et quand j'ai entendu ceci, ça n'a jamais été résolu. Je me demandais pourquoi. Alors, quand je me suis réuni avec le planificateur, je suis un environnementaliste aussi, alors j'essaie de le rencontrer au milieu. Je pense que si l'ingénieur comprenait ton perspective, à ce moment-là, on pourrait essayer de comprendre l'autre. On pourrait se rencontrer au milieu. Alors, on a planifié une réunion à l'heure du midi. On a passé quelques heures à jaser et on a trouvé une troisième option pour le chemin pour fournir de l'accès tout en protégeant le marais et même le rendre plus accessible pour les gens. Et à la même fois, ça a répondu aux besoins de la ville, ça étant un deuxième accès. Et encore, c'était vraiment un master stroke pour tous les gens. Et c'est une des meilleures histoires que j'ai. C'est juste communiquer et être honnête et direct et partager vraiment les besoins. C'est pas toujours facile à faire. Je pense que le rôle que j'ai joué, c'est plus comme médiateur. J'ai demandé des questions incitatives. Qu'est-ce que vous pensez ici? Je pense que ça aide parce que on travaille tout dans nos propres silos et pour être plus ouverts les uns aux autres, ça va avancer les choses beaucoup plus rapidement. Excellent, j'adore cette histoire. Je vais le garder dans ma poche arrière et je vais l'utiliser. Enfin, Jenna, on va tourner à toi pour tes pensées. Je pense que premièrement, avoir des événements tels que celle-ci où les gens ont l'opportunité de partager des différentes perspectives à ce qui se passe déjà sont une première étape importante, mais pour vous amener un exemple sur ce qui se passe dans les autres provinces, au travers du Centre de durabilité à Colombie-Britannique et le Centre d'adaptation côtière à St. Mary's, il y a des groupes de travail locaux de gouvernement qui ont été créés pour la collaboration sur des solutions fondées sur la nature, les projets pour ces derniers, à la fois au Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, séparément. Alors, peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait
regarder à former sur l'échelle de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick pour les communautés qui sont déjà intéressées dans ce type de travail, pour avoir un forum où ils peuvent se rassembler, discuter de leurs projets et vraiment collaborer sur quelles solutions ils ont trouvées qui fonctionnent. Et c'est aussi quelque chose qui se passe à une plus petite échelle entre les organisations de nature au Nouveau-Brunswick qui travaillent sur des projets tels que ceci. J'ai été invité à un type de, pas vraiment un groupe de travail réel, mais un groupe d'organisations qui travaillent sur les côtes vivantes et les projets associés à ceci pour discuter des défis auxquels on fait face sur ce type de solution spécifique. Mais ce type d'interaction pourrait être agrandi à l'échelle pour inclure non seulement les organisations locales, mais être plus à une échelle provinciale et vraiment d'intégrer la gouvernance locale en même temps parce que ils collaborent déjà sur les projets lors de l'implémentation ou la mise en œuvre. Alors, avoir des groupes de travail pourrait être utile pour le partage de connaissances. Oui, juste commencer des réseaux et faire l'expansion de ces réseaux et les connaissances. Oui, certainement, c'est raisonnable. Alors, je pense qu'on voulait laisser un peu de temps pour une période de questions-réponses de la foule. Alors, je vais demander une dernière question de vous. Par la suite, on va demander aux participants si vous avez des questions ou si vous voulez le mettre dans le chat, on va s'assurer qu'on se rend à ces questions aussi. Mais juste avant de faire ça, on sait que les solutions fondées sur la nature fournissent une gamme de co-bénéfices, une grande portée. Qui est absent de la conversation lorsqu'on pense à comment vraiment réfléchir cette grande portée de bénéfices dans les solutions auxquelles on promouvoit? Et Jillian, je vais tourner à toi en premier. Yeah, I was trying to sort of think outside the Ouais, box. je pensais un peu, j'essayais de peut-être penser un peu en dehors de la boîte sur ce site et I know Fredericton, we like je to sais think que of Fredericton, ourselves on as a aime green se resort. promouvoir We comme have étant our une tree ville verte. canopy, On est and très we've fiers de done notre canopée some d'arbres tourism et on messaging a around fait it, but I think des there's an messages de opportunity tourisme autour de there ça, mais to je really pense qu'il focus existe une on opportunité de vraiment cibler you know, the really great things les that make choses our community excellentes what it qui is. font en sorte que For notre all communauté communities est across ce New qu'il Brunswick, est. right? We Et have ici, pour beautiful toutes les natural communautés au Nouveau-Brunswick, on a une resources. We have incroyable beautiful série de forests and ressources wetlands naturelles, and des forêts, shorelands. And I des think marais, as des côtes. you Et know, je pense que whether vraiment, that's il local existe, or que ce soit bringing local people in from ou other intégrer des gens areas, you know, d'autres régions, highlighting those vraiment benefits mettre en relief ces to your bénéfices community. à vos Sometimes the communautés. ecosystem Parfois, services, l'écosystème you know, service, co-benefits as important as they are, they don't les necessarily co-bénéfices, resonate autant with importants qu'ils le our sont, ne résonnent residents. pas nécessairement avec nos résidents. People don't quite understand Les what gens that ne comprennent means, pas but I nécessairement think qu'est-ce que ça everybody signifie, mais je pense que understands, tout you le know, monde peut the comprendre aesthetic and the physical l'aspect well-being, the mental esthétique et le well-being bien-être benefits physique of et the le beautiful bien-être natural mental spaces that we have d'être here in the entouré province. So d'espaces naturels I dans la don't know if province. that Alors, je ne sais pas tourism si angle has l'angle really de been tapped tourisme into, or a even été from like a vraiment real estate point atteint of ou même view. d'une perspective But if it hasn't, I think there are de some l'industrie immobilière, mais je pense que sinon, il y a des opportunités qui existent là-dedans. Oui, définitivement, construire sur vraiment se pencher sur la raison que les gens viennent à vos communautés va souvent, c'est vraiment se rendre aux espaces naturels. Alors, absolument des bénéfices clés à réfléchir là. Jenna, on va passer à toi. Yeah, coming in off of Euh, your real estate mention at the end there, En I was ajoutant thinking along the sur votre lines of kind of like mentionné newcomers to the area, l'industrie immobilière, moi je pensais plus aux and nouveaux real arrivés dans estate la région agents et who les are agents helping them immobiliers find where qui they're going leur to be aident à trouver living où ils vont here. s'installer ici. And if there's a Et s'il y wider a understanding une plus on grande the level of real compréhension estate sur agents, au niveau des agents where immobiliers properties are où along the coast, les terrains sont selon la côte or along rivers, ou selon les might be rivières floodplain.
to help ou peut-être dans une zone d'inondation pour mieux aider les gens à side of it, comprendre ce côté des choses what might be necessary in terms of et qu'est-ce qui serait peut-être property, nécessaire en termes de and protection also pour le just terrain, that ainsi the que calm of the ocean in the le summer calme won't qui est be the associé same in the à winter l'océan dans l'été ne va pas être la même chose dans during the l'hiver hurricane season. ou dans la saison des ouragans même. But yeah, I think that Mais we je are pense messaging que to reach a little bit on veut wider s'assurer folks que that nos maybe messages aren't ont used une to plus talking grande portée, to que ça atteint Major les gens Asia and qui not sont pas vraiment know what habitués à cette industrie ou not know cette our discipline nature as well. ou ne connaissent pas nos solutions naturelles autant. And the range of benefits it offers, Oui, such la as grande portée des bénéfices qui sont mitigation from associés, tu sais, la extreme weather. mitigation Serge, I'd love to hear conditions météorologiques your extrêmes. perspective Serge, on, ton perspective, you know, j'aimerais are there any entendre. groups that Y a-t-il des groupes we need to engage qu'on further? doit vraiment engager et se pencher dessus? Je pense que les groupes savent. Je vais me pencher sur engager. Si on demande aux gens de l'Est, on est rapide à se plaindre sur ce qui se passe, mais si on se demande, te déménagerais-tu? Non, j'adore ça ici. On prend ça pour acquis. Ce qu'on a déjà. Et souvent, on le perd avant qu'on ait la chance d'essayer de le protéger. Tu sais, on a des gens qui viennent de l'Ouest à l'Est. Ils disent, hey, j'ai entendu que c'est génial ici, mais je vais aller un peu plus profond sur utiliser les gens qui ont déjà ressenti les bénéfices. Tu sais, les exemples importants. Penchons-nous sur les gens qui ont expériencé ces défis et les solutions appliquées. Moi, je fais une présentation que j'ai faite sur ma première, sur cette série. C'était un bassin versant qui a été naturalisé pour la rétention des eaux de pluie. C'est même pas percevable que c'est de l'ingénierie. Et c'est 20 ans plus tard. Alors, j'amène des gens dans le futur disant que si vous investissez tout de suite, ça pourrait avoir l'air associé, qui me mène à mon prochain point. Les solutions fondées sur la nature, l'investissement croît avec le temps, à l'opposé des tuyaux en ciment qui va détériorer au fur et à mesure. Et mon dernier point, les autres panélistes l'ont mentionné, sur le côté immobilier, c'est vraiment important pour les développeurs, c'est tout à propos de vendre les terres, amener de nouveaux gens, mais la valeur des terrains va augmenter si vous êtes proche d'une solution fondée sur la nature. Alors, ça augmente non seulement en valeur, mais aussi, c'est plus désirable. Les gens vont vouloir habiter proche de ces solutions une fois qu'ils sont installés. Et c'est des histoires que je vais mentionner tantôt. C'est en mettant la rue avec des terres développables proche des terres humides serait un bonus pour les développeurs parce qu'ils pourraient ensuite vendre les terrains pour un peu plus. Non seulement pour les nouveaux arrivés, mais pour ceux qui habitent déjà ici, qui veulent peut-être être proches de la ville, mais quand même se sentir comme s'ils habitent en milieu rural. Alors, je pense que c'est un peu de ça qu'on doit intégrer à nos municipalités maintenant. Couldn't agree more. Je suis en accord complet. So, while I'm Alors, going to wait and see if we on have va some entendre voir si on a des questions from the questions audience. provenant de la foule. Maybe I'll Peut-être pick que your je brains vais just a little further. vous interroger un peu So plus. how can we be Alors, comment peut-on flexible in être planning and flexible implementing dans la nature-based planification et la solutions mise as en œuvre des projections solutions for fondées sur la nature comme climate des change? projections pour les impacts Continue to futurs des flourish. changements climatiques? And we continue to see these Et comment on extreme events. continue de voir So ces I want événements to pick your en brains a réalité. bit Alors, je veux juste vous questionner un peu how we can be sur flexible comment peut-on être in our flexible nature-based dans solutions cette projects planification et la and mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature sous Serge, l'effet des back to climats you. qui changent. Cher Serge, je reviens à toi. Pas trop, je pense que un peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est avoir quelqu'un modérer la discussion et un compromis au centre. Je me sens vraiment comme si qu'on développe, on croit dans la province, qui est une bonne chose, mais en même temps, ça peut pas être avec un effet négatif sur tout le reste. Alors, où peut-on se rencontrer au milieu pour protéger les meilleures régions
Et ça se peut qu'on va devoir remplir certains marais ici et là, mais protégeons-le au maximum. Faisons un projet pilote. Tout le monde aime le mot pilote. Ça a été mentionné plus tôt par Jillian. Faisons un projet plus petit, voir comment ça fonctionne. Et je pense que c'est une stratégie qu'on peut utiliser pour être flexible. Et on a besoin qu'un seul développeur pour être à bord. Et on avait une expérience où un développeur dans la ville auquel je travaillais auparavant construisait des maisons plus petites, en rangée, les a appelées environnementales. Il a fait des terrains plus petits où les arbres étaient protégés et au début, c'était difficile à vendre. Mais une fois que les gens étaient là, ça a commencé à se vendre. Les gens ont vraiment aimé vivre plus en un style de vie vert. Juste vraiment le pousser comme un projet pilote pour commencer et ça, on va y arriver par la fin. Great. And I do have a Excellent. question from the Et j'ai audience une question here. provenant de la foule. Do you have any stats to share Avez-vous on des real estate statistiques pour values? partager What has that face increased, aux valeurs des for these terrains? properties in your C'est quoi communities? l'augmentation de valeur des terrains qui sont proches des valeurs des solutions basées sur l'individuel? Non, j'ai pas de données fixes. Moi, j'utilise seulement mon expérience. Regardons la communauté et où aimerais-tu vivre? Et là, regardez qu'est-ce qui l'entoure. Et je pense que tu vas le découvrir par toi-même ou même demander à votre groupe. Dire, c'est quoi les meilleurs spots dans la ville? Pourquoi c'est une bonne spot? Ah, il y a un petit ruisseau qui coule ici, ou il y a le sentier communautaire qui est proche, ou le parc est juste là-bas. OK, bon, ben, c'est peut-être une bonne raison. Et avoir un bassin versant, ça va pas être une grande édifice, tu sais. Je pense que la majorité des gens aimeraient ça. Il y en a qui aiment la vie urbaine avec le ciment partout. C'est bon, ça, pour eux. Mais autre que ça, rien de dur à date. Just because I have this Juste bucket, puisque, generally speaking, en général, et certainement, les prix immobiliers ont changé au cours des derniers 5 à 10 ans, mais il y a 10 ans, j'ai plongé profondément. C'est à peu près 15% en moyenne d'augmentation si votre maison est proche d'un espace vert. Alors, je vais juste laisser le participant informer le participant face à ça. Même question pour toi, Jenna. J'aimerais entendre tes pensées sur comment planifier et mettre en œuvre étant donné les projections climatiques. Yeah, so first of all, I guess Oui, alors I would just premièrement, hope that folks are looking j'espérais at projections when que they les gens are regardent aux planning projections climatiques lorsqu'ils projects font like la this planification des projets comme to ceci sort of pour figure out vraiment the best déterminer options c'est available quoi to les them, meilleures options disponibles à eux. looking at Euh, flood risk regarder in the aux future, risques how d'inondation dans le much area will futur, be flooded under certain quelle projections, zone va être or inondée sous certaines projecting current projections, erosion rates into the ou future. les taux d'érosion dans le There are futur. tools that are available to C'est-à-dire, il y a plot des outils qui these sont things, disponibles. flood hazard maps from the province, La cartographie erosion des mapping from the dangers province. d'inondation, And I des guess if cartographies you join this d'érosion. webinar next week, Et si vous you vous joignez à ce may find webinaire la out semaine how prochaine, Arctic's coastal adaptation vous tool, allez m'entendre parler à propos de which la trousse provides d'outils lots of d'adaptation different côtière provenant de climatique qui fournit beaucoup de solutions différentes solutions for erosion and flooding pour issues l'érosion et based on l'inondation, climate change projections, basées sur les projections de for changement climatique particular pour pieces of land, basically. des terres spécifiques basées sur quoi ça a l'air dans cette région. Absolument. Excellent. Quelque chose que mon mari et moi, on faisait. So I do want to Alors, turn je it back veux perhaps passer to Ross to wrap à us up. I Charles see pour there were a few terminer. Je hands vois up, qu'il y and I avait des mains apologize de that I levée. didn't get Je to suis you, désolé, but, je me suis pas rendu à vous. please don't hesitate to reach out to any of us. N'hésitez pas à nous contacter après le fait si vous avez des questions. Alors, Charles, on va passer à toi.
Merci, Michel. Thank you, Jenna. Thank you, Serge. Merci Thank you, Serge, merci Jillian. Jenna, merci Gillian pour vos discussions super intéressantes. Ingrid, je pense que tu avais mis une question dans le chat. On l'a comme répondu, alors peut-être qu'on peut rapidement répondre à Christine. Christine, enlève ta sourdine, demande ta question et fais ça rapidement si tu peux. Oui, merci. J'avais juste une question reliée et c'est quelque chose, je me souviens pas ce qu'il a mentionné au début, mais la discussion autour des actifs naturels basés versus les solutions naturelles et l'infrastructure verte. Une des choses qui pourrait être une barrière, c'est que les gens, il y a beaucoup de confusion dans la communauté autour de la signification, même dans la communauté professionnelle, c'est quoi la ligne entre un actif naturel et une infrastructure verte. Alors, une des choses qui me vient à tête, je sais qu'on pense aux actifs naturels comme étant des choses, comme Serge t'a dit, c'est la nature pure. Si on a besoin de quelque chose qui a besoin d'un peu d'intégration capitale, ça pourrait être une infrastructure verte. Mais des choses telles que, je suis curieuse à savoir dans votre tête, c'est quoi votre définition ou la perception de communauté des choses comme planter des arbres sur les rues. Ça prend un investissement en capital et l'entretien, ces actifs naturels. Alors, juste quelque chose que je voulais mettre en relief et avoir une perspective dessus. Pouvez-vous donner des exemples de qu'est-ce que vous considérez un actif naturel versus une infrastructure verte ou une solution fondée sur la nature? Et c'est où la ligne? Et est-ce que vous avez déjà expérimenté de la confusion dans la communauté face à ceci? C'est comique parce qu'on en a discuté un peu avant de commencer l'appel, mais je vais demander à Serge et Gillian de répondre rapidement à ceci. Non, Serge est en train de partager son écran. Gillian, perhaps? Gillian, peut-être? Sure. I don't know who's You see my sharing their screen just quickly, Charles? Sorry, I was on. Oh, yeah, sorry. Go ahead. Go Go ahead, ahead. Serge. See that graphic there on the side? Vous voyez le graphique à côté? We see your inbox. Non, on voit le No, no inbox. one then. So don't worry about, oh, wait, I'll just move it over here. So I've got some here from Ontario. Alors, j'en ai Green ici provenant de l'Ontario, la coalition d'infrastructures vertes, une bonne aperçu des solutions, les actifs naturels, les actifs augmentés, les actifs en ingénierie et l'infrastructure verte, gris. Vous voyez les arbres urbains. Il y a vraiment, il y a des choses qui existent avec des définitions. Moi-même, je suis pas un grand gars de vraiment mettre des étiquettes. Je pense que c'est plus compliqué. Alors, j'ai commencé à leur appeler les investissements de santé. Alors, j'utilise ça pour tout ce qu'on fait. On a un investissement de santé pour la communauté, mais ça, c'est mon perspective. Je passe la parole. Je pense, Christine, à ton commentaire, il y a eu beaucoup de confusion. Et Serge, ce diagramme, c'est vraiment ceci, ça veut dire ceci, actif naturel, c'est ceci, développement à bas impact, c'est ceci. Il y a de la confusion. Mais lorsque je parle au conseil municipal ou aux communautés, juste référer aux forêts ou une zone humide naturalisée ou les arbres urbains, leur appeler par leur nom que les gens peuvent reconnaître. Ah, OK, ouais, le parc de mon quartier, rempli des forêts acadiennes. Je sais que c'est quoi. Lorsqu'on intègre des termes professionnels, les gens ont tendance à être confus et se retourner. Alors, revenir à vraiment c'est quoi en réalité qu'on discute et les bénéfices qui sont associés et qui s'associent à leur vie, que ce soit de l'air propre, le bien-être physique, une zone récréationnelle pour les jeunes, vraiment de parler aux bénéfices réels qui leur affectent. Thanks again, Michelle, Serge, merci Jenna, encore, Serge, Michel, Gillian, pour cette vraiment importante discussion envers la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Continuons à travailler ensemble pour éduquer les gens sur les bénéfices avec l'espérance de voir plus de projets verts d'infrastructures dans le futur. Merci encore à Patrick pour le travail d'interprétation, ainsi que Eleanor et Nathalie pour votre aide technique et tout le monde qui s'est joint à nous.
Si vous n'êtes pas inscrit déjà pour la semaine prochaine, la dernière partie de cette série de webinaires qui va être l'atelier digital, je vais introduire l'outil d'analyse coût-bénéfice qui a été développé avec Green Analytics et Lien, et inspiré par le World Bank. Jenna va être de retour pour parler de la trousse d'outils d'adaptation côtière développée par Climat Atlantique. Et on aura un représentatif de la Fédération des municipalités canadiennes qui va parler à propos d'un cours virtuel intitulé Construire la résilience climatique envers la gestion des actifs. Merci encore et passez une très belle journée. Thanks, Salut tout le monde. Thanks, Michelle. Merci tout le monde. Everyone.